ça, Patrick Coulon. Oui, mais il n'est pas non plus Bruno Richard. Voilà, et exceptionnellement, nous sommes Philippe Carrez. Voilà, Ouais. vous comprendrez pourquoi nous permettons de ce petit mot. Et Patrick, je pense que tu auras quelques mots à dire. Quand tu veux. Voilà, ça peut être fait tout de suite, comme ça au moins. Voilà, c'est à chaud et Philippe a tellement compté pour nous que je te laisse. C'est à chaud, mais tu me cueilles à froid. Oui. Je ne sais pas quoi dire parce qu'il faudrait être à la fois drôle, compétent, talentueux, intelligent pour parler de Philippe Carrez. C'est pas mon cas. C'est trop d'adjectifs. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Donc je veux juste que l'on se souvienne de lui longtemps parce qu'il nous a apporté beaucoup de belles choses en littérature, mais dans d'autres domaines aussi, en musique, en audiovisuel, en dessin et puis en amitié tout simplement. C'était juste un homme remarquable. Voilà. Ouais, j'ai amené le dernier bouquin de lui, un des derniers qui est paru, Tango à la romaine, qui fait. C'est le 4e volume de sa saga, voilà, de sa trilogie italienne. Et c'est remarquable, mais à peu près comme à peu près tout ce qu'il a écrit, quoi. Oui, c'est pour ça l'amitié, on la garde en chacun de nous. Par contre, effectivement, il restera ses nombreux ouvrages, ses films. Ça peut paraître du flamme comme ça, parce que quelqu'un est mort, on parle de lui en bien, mais non, c'est vraiment pas du flamme pour le coup. Ouais, ouais. Bien, donc, on va rebondir sur l'émission. Alors, elle va être un petit peu différente. Il va y avoir une première partie où il va y avoir plein de petites choses importantes. On va commencer un petit peu dans le désordre. On va déjà commencer, je pense, par le prix de l'évêché. Oui. Ça serait une très bonne chose de commencer à lancer. Donc j'ai monsieur Eric Arella, qui est directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille, que je vais inviter à venir nous parler de ce... Et créateur du prix de Et l'évêché. créateur l'année dernière, effectivement, avec, je crois, les Rotary Club. Du prix de l'évêché. Et il arrive à charger le cadeau. Bravo, félicitations. Alors là, voilà. Ah non, bah ça c'est. Voilà. Alors, je vous écoute. Ce prix il a été créé donc l'année dernière en collaboration avec les clubs Rotary. On a 2 clubs Rotary de Marseille, je crois. Mais c'est vous qui parlez, ce n'est pas moi. Alors, je suis le modeste président du jury de ce jeune prix, effectivement, là, que nous avons monté et concocté depuis maintenant 1 an. Alors, au départ, c'est une petite idée effectivement de club Rotary marseillais, en l'espèce des clubs de Saint-Barnabé et de Métropole, je vais les mettre à l'honneur, petite idée. Donc action, c'est surtout une action Rotary. Donc on cherche surtout à mener à bien une action caritative qui en l'occurrence vise à obtenir quelques bénéfices pour une association qui défend l'enfance, en l'occurrence l'enfance maltraitée. Voilà, c'est notre credo et c'est vraiment le moteur de notre action. Alors, on essaie de développer là, à travers le Rotary des actions caritatives. En l'occurrence, la petite idée, c'était de créer un prix littéraire. Bon, petite idée au début qui est devenue un peu plus grande, qu'on essaie maintenant d'inscrire dans la durée. Donc l'an dernier, cette idée, on l'a mise, en œuvre à partir de janvier 2018 pour un prix qu'on estimait pouvoir remettre fin mai 2018. Ce que nous avons fait. L'urgence dans laquelle on s'est inscrit l'an dernier nous a un petit peu inquiétés quant aux résultats, mais quand on voit tous les retours intéressants, pour ne pas dire plus, voire admiratifs, de la soirée qu'on a réussi à organiser, naturellement ça nous a encouragés pour réitérer, et cette année on fait ça avec 1 année d'organisation. On est à 4 jours, merci en tout cas vivement de cette invitation de nous mettre à l'honneur. Alors nous mettre à l'honneur, c'est mettre à l'honneur donc le Rotary, je viens de le citer. C'est effectivement mettre à l'honneur, je dirais, une organisation assez particulière, parce que ce prix, c'est un attelage qui à la fois associe donc des gens du Rotary, je vais en dire 2 mots, et la police nationale, en l'espèce la police marseillaise. Bon, je suis moi-même adhérent d'un des 2 clubs, c'est pour ça que je me retrouve dans ce concours, si j'ose dire. Le jury donc est composé de 11 personnes. On a 5 personnes qui sont originaires, qui sont de formation juriste. Il y a 2 commissaires de police dont je fais partie. Il y a 2 avocats, un magistrat, et les autres sont des représentants de la société civile. Vous avez trouvé des marchands de biens, un responsable d'une société informatique, un responsable d'une... Donc dans le jury, pas de
littéraire, entre guillemets. Pas de littéraire, oui, tout à fait. Pas de gens issus de la filière du livre. Notre originalité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de spécialistes ni du monde éditorial, ni du monde littéraire. Il y a vraiment de vrais amateurs de romans policiers, on va dire ça comme ça c'est incontestable, mais pas de vrais spécialistes. Et par contre, votre choix d'auteur, vous le faites sur quels critères? Alors, notre profil de livre est le suivant, on l'a un petit peu élargi sur cette année. Il s'agit de distinguer, de mettre à l'honneur des livres qui sont des polars, au sens plus strict du terme, voilà. Des thrillers, des romans noirs, et surtout dont l'intrigue se déroulait l'an dernier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et cette année, on a élargi sur la partie ouest avec le Languedoc-Roussillon, et on s'est essayé avec la Corse. Donc du coup, on est sur un profil de bouquin dont l'action se déroule sur le Grand Sud. D'accord. C'est le 22, je crois, donc dans très peu de temps. C'est le 22. Voilà. Vous avez donc, voilà, on va peut-être pas citer ou quelques-uns des auteurs, vous avez en tête les auteurs qui sont cités, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait des auteurs relativement, voilà, Marie Van Moor qu'on avait présenté il y a quelques temps, qui fait partie de la collection des arènes. J'ai vu qu'il y avait un garçon que j'aime bien, que je connais bien, qui s'appelle Édouard Brazé. Voilà, il y a, effectivement, je vois que vous avez un petit peu de tout. Les auteurs seront tous présents, pourront venir à cette soirée. L'originalité de la soirée, c'est effectivement à la fois une remise d'un prix littéraire qu'on fait de manière très cérémonieuse, mais surtout c'est précédé de démonstrations de police. Puisque on a donné, l'an dernier, on a fait le choix de donner le nom du prix, le prix de l'évêché. Hein, donc l'évêché, vous le savez tous, j'imagine pour le public de l'Assemblée, hein, c'est ce haut lieu hein, de la police marseillaise, hein, qui est un lieu à la fois un site historique, avec une cour historique, et aussi un lieu chargé d'histoire, notamment des grandes heures du grand banditisme marseillais. Hein, le directeur judiciaire ne peut pas ne pas mettre en action, ou de souligner en tout cas sa priorité d'action, c'est la lutte contre le grand banditisme. Donc l'action, donc prix de l'évêché, remise donc à l'évêché, dans un cadre qui ne permet pas d'accueillir énormément de personnes. On devrait avoir un public, là je pense, mercredi prochain, de 200 personnes. D'accord. Ok, donc c'est quand même ouvert en partie au public, il peut quand même venir sur réservation. Donc ça veut dire que cette année, les 200 places sont quasiment prises, mais donc ceux qui peuvent être intéressés par ce genre de prix se disent que la troisième... voilà. En 2020, il y aura le numéro 3, donc il faudra prévoir... Pour l'instant, on fait nos classes, voilà, très gentiment. L'an dernier, donc, on a eu le plaisir de choisir en lauréat un gagnant que nous ne connaissions pas, si ce n'est à travers son écriture, mais quelqu'un qui est tout à fait admirable. C'est pas parce qu'il se trouve dans l'Assemblée aujourd'hui, mais je ne peux pas ne pas le citer. Jean Contrucy, qui est... Jean Contrucy, c'est un nom que nous entendons ici à Marseille. Bien. Un petit jeune. C'est quelqu'un de... Bonjour Jean, effectivement, Jean est dans la salle. Quelqu'un de savoureux. Alors, je ne peux que traduire le sentiment unanime des membres du jury, ceux qui ont pu le côtoyer de plus près. Hein, c'est à la fois sa réaction pleine de surprise l'an dernier, pleine de reconnaissance. Hein, quand on lui a attribué le prix, parce qu'effectivement, nous gardons le blackout jusqu'au dernier moment, et les auteurs donc, sont invités, viennent l'an dernier pour partie, cette année on aura à peu près les deux tiers des 13 auteurs de la sélection finale, et Jean Contrucy du coup est devenu notre parrain. Oui, voilà, il est parrain puisqu'il est là effectivement, donc voilà, il a eu le prix dernier, il a la gentillesse. Parrain, un peu conseiller technique. On a un deuxième conseiller technique du monde éditorial, qui est un ancien, si j'ose dire, il ne m'en voudra pas de le qualifier ainsi, Pierre Defendini, hein, qui était dans le monde de l'édition, et qui effectivement nous aide notamment dans le contact final avec les éditeurs et auteurs. Patrick et moi, nous y serons le 22 pour on fera des images. Et donc on fera quelques images et vous aurez le plaisir dans les jours qui suivent de les retrouver. Je vous en dis un mot par livre, hein, je ne ferai pas de commentaire, je ne peux pas me le permettre. Celui-ci, Jacques Fartman, donc pension complète. L'action se déroule à La Ciotat, je ne dirai pas plus. L'affaire Momélécis d'Édouard Brazé, qui lui a beaucoup écrit, mais sur d'autres thématiques, si j'ose dire. L'AICC au roman policier. L'action est en Haute-Provence, vol du siècle. Voilà, je le positionne comme il faut. L'action se déroule à Narbonne. Le mauvais chemin de Michael Santiago, qui est un auteur étranger. L'action se déroule principalement à Saint-Rémy-de-Provence. Les jumeaux de Violingue de Sandrine Déton. Là, vous remontez dans le nord de la région. Produit marseillais, si j'ose dire. C'est quasiment le représentant marseillais de notre sélection. Sylvain Dulevon,
Adécias Bonne-Mère. D'accord, c'est à l'honneur, comme je l'indiquais, ce sera le représentant de notre sélection, Laurie Van Meur, avec Mauvais Oeil, qui est un jeune auteur. Il y a dans la sélection, on ne l'a pas fait exprès, 3 policiers, en activité ou anciens ou à la retraite. Celui-ci, Eric Oliva, qui a écrit Hotspot, qui doit être à son 6e ou 7e roman policier. Lui est en activité, hein, c'est un représentant de la police judiciaire. Michel Torcher, aussi, c'est un niçois, et c'est un policier aussi. Livre Disparition. La malédiction du taureau blanc, d'Alain Laborieux. Là, on est sur une intrigue qui se déroule en Camargue, comme on peut le deviner avec le titre. Karine Gebel, qui est peut-être un des auteurs les plus connus, hein, son dernier livre, donc l'action qui se déroule en Languedoc, pas que, mais en Languedoc notamment. Guillaume Musso, qui est certainement le plus connu, hein, donc je n'en ferai pas la publicité parce que vous le connaissez tous. Là, on est sur les Alpes-Maritimes, un Montpellierin et ancien policier à la retraite. Voilà, sous le masque du Phénix, une action qui se déroule entre Montpellier et Venise. Nous avons le plaisir aussi d'avoir dans la salle, dans le public, la fille d'un grand peintre marseillais, un peintre qui s'appelle Louis Toncini, et il vient de paraître aux éditions Hervé Chopin un énorme bouquin, quelque chose qui va compter à mon avis, voilà. Et donc je vais tout simplement demander à Michel Benoît Toncini d'avoir la gentillesse de venir nous rejoindre dans quelques instants pour nous parler pourquoi cet ouvrage, qu'avez-vous à nous dire sur votre père, tout simplement, déjà, premièrement, et puis sur ce travail qui a été fait par un auteur qui s'appelle Claude Darras. Voilà, donc qui n'a pas pu venir, je crois qu'il est fatigué, il était fatigué, voilà, il était souffrant, mais en tout cas, voilà, j'ai un ouvrage magnifique. Je vous laisse parler 2 minutes de votre père, de ce livre, et moi je vais m'ouvrir et essayer de montrer quelques images parce que, voilà, il y a de très belles photos. Qui vient au terme de 2 années de recherche et de préparation. Pourquoi ce livre? Mon père était mentionné dans beaucoup de dictionnaires, beaucoup d'articles, de journaux ont parlé de lui, mais il n'y a jamais eu un seul ouvrage qui reprenne l'ensemble de sa vie, de sa carrière, de sa peinture. Et donc j'ai essayé d'entreprendre cette grande affaire en m'aidant d'un auteur, Claude Darras, qui est particulièrement compétent dans ce domaine-là, puisqu'il est critique d'art, de littérature, il a été journaliste de presse, il a été universitaire, et il a mené un travail de recherche et d'écriture considérable pour reprendre finalement toute l'œuvre à partir des documents divers que je possédais et qu'il est allé aussi rechercher. Alors, mon père, en 2 mots, c'est quelqu'un dont la vie a couvert tout l'ensemble du XXe siècle, 1907-2002, et de 74 ans ou 75 ans de peinture, l'école des Beaux-Arts de Marseille. Il a été ensuite un des fondateurs, avec Antoine Serrat et puis bien d'autres, du groupe des peintres prolétariens, qui s'est appelé aussi Peintres du Peuple. Il a collaboré assez étroitement avec Léon Cadenel à cette revue Tache d'encre que certains peuvent connaître. Il a été aussi un des directeurs de la première maison de la culture qui s'est installée en province en 1936 et qui a été inaugurée par André Malraux et qui a vu défiler des plus grands comme Aragon, Picasso, etc. C'était une période de très grande effervescence culturelle. Et au lendemain de la guerre, en 1945, il a pu s'installer dans un atelier sur le quai de Riveneuve, d'où le sous-titre, hein, le maître de Riveneuve, où il a travaillé, parfois quotidiennement, pendant 25 ans, tous les jours au moins, dans cet atelier qui est toujours là et qui domine le Vieux-Port, et exactement la gare maritime. Voilà. Ensuite, il a eu sa part active dans bien d'autres domaines, les artistes de Provence, des jurys, etc. C'est un peintre qui a exposé dans la France entière
et particulièrement à la galerie Jouvel, dont il était un des piliers. Alors, comme vous le voyez, merci, comme vous le voyez, c'est une peinture qui a évolué. Hein. Au début, à l'époque des prolétariens, on était sur des thématiques de peinture avec des tons généralement plus assourdis, et on peignait les quartiers populaires, c'était le choix, les convictions, hein, auxquelles mon père est resté toujours très fidèle d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc, vous voyez, là, voilà. c'est Septembre des Ballons. Septembre des Ballons, alors les thèmes du port, le milieu du travail, les tons sont un peu assourdis, la peinture et la façon de traiter est quand même assez lisse, et progressivement, ça correspond au moment de la libération et de l'installation dans son atelier aussi. Hein. Progressivement, on voit les tons qui montent, les couleurs qui s'installent, et parfois même une grande liberté qui progressivement se fait par rapport aux motifs, par rapport au sujet. Les troncs des arbres peuvent être bleus, etc. Voilà. Il y a toujours dans ces versos des gouaches, que ce soit des peintures à l'huile, que ce soit des fusains ou des encres. Une des particularités, je crois, c'est au-delà des couleurs, la sensibilité qu'il y a dans ces toiles, dans son œuvre, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre d'une construction. Pas une construction préalable, pas comme ça, mais des lignes, des grandes lignes de force qui se retrouvent dans son tableau. Voilà. Je voulais vraiment remercier et féliciter tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'objet livre. Quelque chose qui me parle beaucoup, ça. Que ce soit à l'origine, d'abord, le photographe, bien sûr, il y a l'auteur, sans lequel le livre n'existerait pas. Mais il y a le photographe, il y a une maquettiste formidable qui a accompagné et construit tout ce travail-là. Il y a des graphistes, il y a un photograveur, sans lequel les images ne seraient pas ce qu'elles sont, et elles sont excellentes. Et vraiment, je le remercie. Et il y a après, avec tout cela, un imprimeur. Et tous ces gens-là, à droite et à gauche en France, ont collaboré. Donc ce livre est une entreprise collective. Et ne serait-ce que cette dimension collective, puisque mon père a toujours été très sensible à ses amis, des amis comme Antoine Serrat qu'il avait rencontré à l'époque des Beaux-Arts à l'âge de 17 ans, je crois que ce livre-là, mon père en serait très fier. C'est effectivement un très très bel ouvrage. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce travail. Voilà, je vous invite à Nous avons demandé à nos amis libraires qui viennent tous les mois faire leur petite chronique, le coup de cœur du mois. Ce mois-ci, il n'y en aura qu'une, c'est Sandrine Galliano, si elle est là, parce que je crois qu'elle purge bébé en ce moment. Elle doit être sur scène en train de purger bébé, enfin, bon, elle nous en parlera, non, elle est là. Elle va nous faire sa petite chronique. Mais je vais vous présenter quand même en 2 secondes un livre que Geneviève, qui est libraire ici chez Maupetit, m'a demandé quand même de montrer. C'est un ouvrage de Jody Picoult, sorti chez Actes Sud, Une étincelle de vie. En fait, c'est un ouvrage qui parle comment s'appelle, de l'avortement aux États-Unis. Donc un sujet assez brûlant, assez chaud. Elle tenait absolument à ce qu'on vous le montre. Elle ne peut pas vous le présenter. Elle vous en parlera, je pense, le mois prochain, le 29 juin, pour la prochaine émission. Donc, Sandrine Galliano, librairie Gilbert Joseph, si tu veux bien avoir la gentillesse de venir nous rejoindre sur ton fauteuil habituel. Alors voilà, tu as quitté la scène du théâtre. C'est ça, en courant. Voilà, en courant, pour maintenant tu as fini de purger bébé, tu vas nous parler de tes Pas romans. tout à fait purgé encore. C'est quand les dates? Là, cette semaine, 24 et 25. 24 et 25 mai. 20h30. Oui, La Divine Comédie. la Divine Comédie qui est à la rue. Qui est sur le cours Julien. Sur le cours Julien même, d'accord. Voilà. 2 dates exceptionnelles. Pour 2 dates, on purge bébé avec dans le rôle principal du bébé purgé. Mais le rôle du bébé. Tu avais la taille, on m'a dit, ils t'ont pris pour ça. Et oui, Voilà. c'est ça. Allez, je te laisse faire ta chronique. La dernière chronique, si certains se rappellent de ce que j'avais parlé, j'avais fini en parlant de ma mémé Ursule.
Et ma mémie Ursule, c'était quelqu'un qui habitait dans une cité à Marseille. Et hélas, malheureusement, elle nous a quittés. Elle nous a quittés, mais il y a longtemps déjà. Et elle était aimée de tout l'immeuble, les petits, aller chercher des bonbons, des gâteaux toute la journée. Ben, c'était porte ouverte. Tout ça pour vous dire que le jour où on l'a enterrée, c'était noir le monde. Un enterrement réussi. Il y a des gens comme ça qui savent partir. Et puis il y en a d'autres qui ont un petit peu moins de chance ou dans des enterrements un peu tout pourris. Et c'est ce que constate le personnage principal du roman que je vais vous présenter ce matin, joliment écrit par Fabrice Caro, qui s'appelle Figurec. Ce personnage, il s'est fait une spécialité d'aller comme ça s'inviter, s'incruster dans les enterrements, un peu comme on s'incruste dans des soirées cocktails pour chiver des petits fours comme ça à l'œil. Et lui, voilà, il s'est fait ça comme spécialité. Et puis, il commente, il note, comme un critique culinaire finalement. Et ce personnage est assez banal, il a la trentaine, il est un peu bof sur les bords, il vit encore chez ses parents, il vénère son frère quasi parfait, il se dit auteur de pièces dramatiques et tout au long du roman on voit qu'il n'en reste qu'à l'acte 1 et scène 1 et ça devient encore plus intéressant quand vient se greffer au milieu de tout ça un mystère, puisque notre personnage, à force d'enterrement, va s'apercevoir qu'il y a toujours le même bonhomme aussi qui est pas très loin de lui. Et puis un jour, ce bonhomme va lui faire coucou, et puis il se dit mais qui est ce type? Et il va le recroiser comme ça à maintes reprises, et un jour, finalement, ce bonhomme va arriver, il va lui souffler à son oreille, Figurec. Figurec. Et là, ben, je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais tout spoiler déjà. Voilà. Alors. Oui, je sais. Non, je vais pas en dire plus parce que déjà, je pense que j'arrive déjà un petit peu au bout du temps qui m'est consacré. Deuxièmement, parce que je suis persuadée que parmi vous se cachent des figurecs. Donc, comme je tiens ma peau, je vais pas en dire plus. Et qu'en plus de ça, c'est presque l'heure de l'apéro aussi. Alors, moi je dis, c'est la tournée de Fab Caro. Hein. Moi je dis open bar. Hein. Ça c'est même une transition de dingue. Hein. C'est pas de la transition de dingue, ça. Donc, du même auteur. Alors, Fab Caro, il a écrit 2 romans. Donc, celui-ci que je vous ai présenté, qui a été écrit déjà il y a une dizaine d'années. Hein. C'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'était Le Discours qui est sorti en octobre, que je vous conseille à 100%, 200%, ben voilà. Et Open Bar, voilà, il est plus connu, Fabrice Caro, pour ses BD. Et là, c'est le dernier opus qui vient de sortir. Des auteurs comme lui, il n'y en a pas. Il est unique à croquer comme ça la société, même la mordre ce quotidien de façon absurde. Voilà, toujours en bichromie avec un dessin parfait. Voilà, c'est encore une vraie pépite que nous sort Fabrice Caro. Là, c'est entre le roman et la BD. Voilà, je sautais dessus, sautais sur tout le reste de ce qu'a pu écrire ce monsieur, parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc Figurec, c'est sorti chez Gallimard, et Open Bar, c'est sorti chez Patakès. Voilà, notre quotidien. Une fois que vous avez lu du Fab Caro, c'est que du bonheur, c'est bien en légèreté. Voilà, j'en ai presque retrouvé ma voix. Voilà. C'est fou ça, c'est dingue. Merci Sandrine, c'est adorable. 2 auteurs de la Méditerranée occidentale. Sophie Bessis, Dedans, dehors, une auteure tunisienne. Paru chez Elisade. Chez Elisade. Et Au détroit d'Averroès, Driss Xikes, c'est un peu difficile, qui est paru au Fenech au Maroc, éditeur Le Fenech, pardon, oui, et chez Fayard, en édition française. Voilà, ce sont 2 auteurs qui nous font voyager physiquement entre les 2 rives de la Méditerranée, entre la Mauritanie,
à l'époque d'Averroès, et l'Ifriqiya, donc Maroc, Tunisie, et le pays du milieu. Ils nous font voyager spirituellement, on le verra avec Averroès, symboliquement et politiquement, mais dans tout polar, il y a aussi de la politique, et donc il y a du polar aussi à l'intérieur d'un des ouvrages. Entre ces deux rives, celle du nord et du sud, il y a un détroit. Ces deux rives sont très proches. Et ce détroit est un lieu de passage d'idées. Pourquoi ces deux auteurs? C'est que la fin d'un ouvrage de l'un pourrait être le début de l'autre. Driss va nous dire le paradis, pour moi, donc c'est un de le personnage principal sur Averroès, qui dit le paradis pour moi n'est pas d'être isolé dans une bibliothèque gigantesque, hyper surveillée, mais d'être au milieu d'une forêt étendue, peuplée de livres ouverts et de lecteurs qui se parlent. La pensée d'Averroès est devenue mutante, errant, passant les frontières pour survivre. Même si lui-même, citadin de père en fils, a vécu autrefois en sédentaire entouré de nomades, sa pensée me semble toujours condamnée à rester nomade dans un monde de sédentaires. Sophie Bessis, je suis allé ramasser de la bruyère, c'est la saison. Le plateau en est rose, violet. En marchant, je me disais que la campagne est bien silencieuse. Quelques bruits d'oiseaux, le vent dans les arbres. La mer, elle, est si bruyante. Son ressac ne s'arrête jamais. En rentrant, j'ai cueilli des mûres, en me piquant les doigts dans les ronces. C'est le moment de faire de la gelée, bien que ce soit une mauvaise année pour les fruits rouges. Ici, je suis chez moi. Pas chez moi. C'est beau, presque intime désormais. Que manque-t-il à ce presque? Juste le rythme du cœur qui, ailleurs, s'accélère parfois devant le jaune d'un acacia dans un printemps précoce, quand le souffle tiède de l'air vous pénètre la peau. Pas de racines non plus, donc on ne peut pas les arracher. De ce côté-là, je suis tranquille. Des fois, je hais le vert. Mes yeux se brouillent, je vois du bleu. Le blanc m'aveugle, puis mon regard retrouve avec plaisir les paisibles couleurs de l'harmonie rurale. Le soir, il fait froid. Donc, le premier livre présenté, ça sera le Détroit d'Averroès. Donc, le Détroit d'Averroès pourrait être qualifié de biographie, puisqu'il présente un auteur, Averroès, Ibn Rushd, né en 1126, décédé en 1298, un andalou musulman, médecin, philosophe et juriste. Philosophe aristotélicien, puisqu'il exhume l'œuvre d'Aristote. Cette biographie, dans son déroulé, va poser une énigme. Donc ça pourrait être un polar. Le polar par une interrogation récurrente durant tout l'ouvrage. Pendant tout le livre, il y a une interrogation. Qui aurait encore peur d'Ibn Rushd? Ibn Rushd, Averroès. C'est le tout début, le tout premier paragraphe. Ibn Rushd, Averroès. Les deux noms dans cet ordre-là, deux noms superposés. Ils indiquaient deux directions, deux rives, deux langues, deux temps et un même homme. Mais est-ce vraiment le même? Deux noms pour une même inconnue. Comme Dieu et Allah? Non, monsieur, dit Adib, l'air concentré à son interlocuteur impromptu. Dieu et Allah n'étaient jamais alignés ensemble sur le fronton d'une même bâtisse. Ibn Rushd et Averroès, si, parce que ce n'était pas une divinité. Et alors, sur le livre, la couverture, l'explication, la couverture du livre publié par Fayard, c'est amusant. Pourquoi l'hôpital? C'est Maurice Gau est le patronyme populaire marocain, toujours de rigueur, qui désigne à Casablanca l'hôpital portant le nom du philosophe, grand juge et médecin arabe, Aboulawid Mohamed Ibn Rushd. Dit également le petit-fils pour le distinguer de son grand-père du même nom. Il est né à Cordoue, est mort à Marrakech et a été transplanté puis rebaptisé à l'Université de Paris du nom d'Averroès. Donc transplanté le nom Averroès au début du XIIIe siècle. Il est décédé fin XIIe siècle et début XIIIe siècle. Il était déjà une grande figure de l'Université de Paris. Donc une enquête sur le bannissement d'un homme, de sa pensée et de ses travaux, et de ceux qui régulièrement exhument son œuvre et sa pensée. C'est la deuxième partie donc, de notre présentation du jour, c'est traditionnellement une discussion avec un auteur. Aujourd'hui, nous avons Pia Petersen. Alors, je vais essayer de la présenter brièvement.
Pourquoi Pia Petersen avec nous aujourd'hui? Pour diverses raisons, notamment le fait que Pia Petersen, bien qu'elle vive aujourd'hui, arrête-moi si je dis des bêtises, entre la Californie et la France, Paris, c'est ça? Oui, Paris et Los Angeles. Et Los Angeles, voilà. A vécu longtemps à 20 mètres d'ici, enfin 50 mètres d'ici, puisqu'elle avait une échoppe, une librairie, dont j'ai oublié le nom, Le Roi Lire. Le Roi Lire, voilà. À la rue Thiers, donc à 50 mètres. Donc elle est très marseillaise aussi, sous beaucoup d'aspects. Elle est aussi danoise de naissance, donc c'est un auteur complètement international que nous avons avec nous, mais qui est écrit en français. Et dans une langue, alors juste un mot avant qu'on attaque sur Paradigma, dans une langue qui est très intéressante parce que c'est une langue très très vivante. Je ne sais pas si c'est dû au fait que justement elle a plusieurs autres langues dans la tête, sans doute en permanence. Sa langue française est une langue à la fois littéraire, mais très facile, très vivante, qui est un peu différente de la norme en fait. Elle écrit d'une manière qui est tout à fait intéressante parce que très légèrement, mais très très légèrement, elle twiste un peu le français habituel. C'est en aucun cas quelque chose qui dérange, absolument pas, mais c'est quelque chose en revanche qui se ressent comme ça de temps en temps et qui fait quelque chose de très 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 vivant. Elle est là pour un livre qui s'appelle Paradigma, qui est son dernier roman. C'est le 8e, 9e, combienième? Le 11e. 11e, pardon, désolé. C'est le premier chez un auteur qui s'appelle Les Arènes, Equinox, qui est dans une collection qui est dirigée par Aurélien Masson, qui pendant quelques années a été le directeur de la série Noire, où il a fait des étincelles parce qu'il a quand même assez renouvelé la série Noire quand il y est arrivé. C'est un éditeur un peu rentre-dedans, on va dire. Mais magnifique. Oui, c'est un excellent éditeur. Puisqu'on parlait d'éditeur tout à l'heure, franchement, là, entre les Chopin, dont on a évoqué le travail à propos du livre sur le Pinto Toncini, et Aurélien Masson, qui est rien à voir, mais ce sont des éditeurs très doués dans leur genre, chacun très puissant, très pointu, et c'est très important le travail d'un éditeur pour le livre. Et il fallait oser, je fais ce préambule parce qu'il fallait oser finalement publier ce livre. Parce que Paradigma, c'est quand même un bouquin très particulier. C'est une révolution. C'est l'histoire d'une révolution à Los Angeles. C'est l'histoire d'une révolution qui broie Hollywood, en fait, puisqu'on est sur le terrain d'Hollywood. Et c'est une révolution qui nous fait penser, même si j'imagine, mais elle va nous le dire que ça n'avait rien à voir, à ce qui s'est passé en France depuis quelques mois avec les Gilets jaunes. Mais de loin quand même, c'est pas la même chose. Hein. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui était dans l'air et qu'elle a su capter. Comment c'est venu justement? Pourquoi tu en es arrivé à raconter cette révolution? Une vraie révolution avec tout ce qu'il faut. Le sujet en fin de titre, Paradigma, je me suis concentrée depuis que j'étais petite. J'avais vu qu'il y avait eu un changement sociétal, mais j'arrivais pas très bien à le voir au début. Alors je réfléchissais, je cherchais, et en fait j'étais témoin de façon assez consciente d'un changement de paradigme dont nous vivons les retombées aujourd'hui. J'ai donc traîné, si on peut dire, ou porté ce sujet-là pendant 25 ans. D'ailleurs, un des libraires de mon petit, Cédric, qui se trouve juste en dessous, aux essais, on a discuté avec moi pendant des années, on s'est discuté sur ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui vient d'assez loin. En parallèle à ce sujet-là, je voyais quand même que les choses continuent à aller de plus en plus mal, alors qu'on nous dit que ça va de mieux en mieux. Donc c'est vrai que j'ai un petit problème avec les statistiques, puisqu'ils disent qu'il y a moins de pauvres. Pourtant, je vois bien qu'il y en a de plus en plus dans la rue. J'interroge autour de moi, je dis mais il faut faire quelque chose, il faut faire une marche silencieuse avec les pauvres pour montrer combien ils sont. Du coup que ça fasse masse. Parce que je me dis quand même, il doit y avoir un malentendu, peut-être que les gens très très riches pensent que les gens ne sont pas vraiment pauvres. Donc je me suis dit, il faut leur montrer la pauvreté. Alors il y a eu beaucoup de gens, notamment beaucoup de politiques, que j'ai pu croiser à gauche et à droite et à qui j'ai évidemment fait part de mon idée, qui me disaient que c'est pas possible, c'est illégal, il faut une autorisation, tu n'auras jamais l'autorisation, et on m'a ressassé ça pendant des années.
Alors à chaque fois, je baissais les bras parce que je me suis dit, si les gens qui commencent ce type d'action me disent que c'est pas la peine, ceux qui sont supposés défendre les pauvres et l'orphelin, si eux ils le font pas, je peux absolument rien faire. Et puis il y avait une dernière chose qui avait un peu tendance à m'agacer, c'est cette espèce de certitude avec laquelle à peu près toute personne que j'ai croisée qui me disent que de toute façon, une révolution aujourd'hui c'est impossible. Je dis comment c'est impossible? Ouais, parce que maintenant on sait bien qu'il n'y a rien qui change de toute façon. Alors pourquoi se lever le cul? Pourquoi se lever le cul? Puisque ça ne va pas changer. On va toujours retomber dans la même chose. Et maintenant, on est lucide sur la question, on a un regard décomplexé sur les choses, et on sait que ça ne sert à rien. Donc ne bougez pas. Alors je me suis dit, ah ben ça ne va pas, faut quand même. Et puis du coup, il m'est apparu quand même, je me rappelle de temps en temps, je suis un écrivain, je veux dire entre bouquins, du coup je me dis, mais c'est vrai que je suis un écrivain. La première chose, quel est le boulot de l'écrivain? Eh bien, on crée des fictions. Je crée une fiction, alors je me dis, bah, je vais écrire cette marche silencieuse, et on verra bien où ça va mener. Je me suis dit, je vais donner naissance à ça par la fiction, puisque la fiction, ça fait naître une réalité. Donc, tu as fait quelque chose en plus, finalement, en amenant ça dans la fiction, tu l'as mené au paroxysme, non pas au paradigme, mais au paroxysme, en créant cette révolution au cœur de la matrice, si j'ose dire. D'ailleurs, la jaquette est tout à fait intelligente, parce que vous voyez l'Oscar, le célèbre Oscar hollywoodien, sans tête. Déjà, l'image, elle en dit long sur ce qu'il y a à l'intérieur. Tu es allé placer cette révolution au sein d'Hollywood, sur Hollywood Boulevard. La première scène, c'est une scène où on détruit Hollywood Boulevard. Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Tu t'es dit, je cherche le maximum, l'hypercute total, ou bien c'est juste parce que finalement tu vivais en Californie et c'était pratique? Disons qu'au début, j'ai écrit plusieurs romans qui se passent à Los Angeles, et c'est un endroit qui me fascine et que je trouve absolument passionnant pour l'écrivain que je suis, parce que c'est un lieu de pouvoir. On crée l'illusion, on crée le mensonge, et on le crée de façon tellement bien qu'on y croit. Même quand on sait que c'est pas possible, eh ben on y croit quand même. C'est vraiment le grand spectacle qui est mis au service de ce qu'on pourrait appeler peut-être le vrai, ou ce qu'on pourrait imaginer être une vérité si encore ce mot était possible. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse vraiment, cette ville qui est à la fois très très fragile et qui en même temps, parce qu'elle est toujours sur une faille sismique, donc elle s'effondre par moments et par endroits. On sent toujours que la terre gronde un peu sous les pieds. De temps en temps, il y a des tout petits déplacements. C'est une ville qui est à la fois très fragile, et puis c'est une ville aussi qui a une solidité à travers de toutes ces illusions que la ville crée. La ville est quasiment construite sur des décors de cinéma. Quand on marche dans la rue, il y a des attroupements, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est un tournage. J'avais vu un grand attroupement de clochards, je me suis dit, c'est la révolution en marche. Évidemment, je me suis approchée, je me suis mis dans le lot, parce que je me dis quand même, c'est là ma place. Et puis, du coup, les gens commençaient à se tourner, à me regarder étrangement. En fait, c'était un tournage. Donc, j'avais vraiment pris ça pour la réalité. Donc, si à peine, je n'ai pas levé le poing, j'ai dit, allez, on y va. Et donc, c'était un tournage. Donc, c'est une ville qui est... Mais c'est vrai qu'en France, et surtout à Paris, on a beaucoup de manifestations. Donc, les Français sont tout particulièrement blasés sur la question. Et puis, il y a tout ce qu'on est habitué à voir dans ces manifestations. Les tracts, les banderoles avec les slogans de tous les différents partis politiques. Tout ça, les Black Blocs qui débarquent, les flics qui sont là. Enfin, je ne voulais pas que cette marche-là, je voulais donner cette marche-là le plus de liberté possible pour réellement le poser, pour qu'il n'y a pas des a priori. Je l'ai dépassé en Angeles. Mais en fait, la réalité m'a un peu rattrapé encore. Ah oui. Alors, c'est un roman, bien sûr, donc on parle de révolution.
Révolution, c'est extrêmement politique parce qu'il y a beaucoup aussi de citations, etc. Mais c'est aussi un roman avec des personnages aussi auxquels on est tout à fait attaché au fur et à mesure qu'on lit le roman, et notamment le personnage de Luna. C'est un personnage qui, sous certains aspects, fait aussi penser à cette jeune Suédoise qui mène la révolte climatique en ce moment. Elle utilise beaucoup les réseaux sociaux, enfin, elle utilise quasiment uniquement les réseaux sociaux. Elle est la main derrière la révolution. Ce personnage-là, tu l'as attrapé de quelle manière? Au début, c'était... Et puis du coup, je me suis repris, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je crée un homme? Je me dis, encore un homme héros, et encore on va s'exalter sur le mal qui vient tous nous sauver. Je dis, ça suffit là, il est grand temps de poser les femmes au cœur de l'action. Je me dis, allez, je vais... Donc j'ai créé le personnage de Luna à partir de là, en me disant qu'aujourd'hui, ça serait quand même sympa de revoir un peu la figure de l'héroïne ou du héros revenir. Non pas des êtres humains parfaits qui savent tout faire, souvent ce sont des gens assez fragiles, mais qui s'emprêtent finalement à sacrifier leur vie à eux pour le bien de tous. C'est un espèce de geste qui relève à la fois de l'amour, mais aussi du don. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pose difficilement. Donc, pour moi, c'est quelque chose vraiment à recréer. L'idée qu'on peut donner de soi aux autres sans qu'il y ait un retour. C'est un livre qui t'a demandé beaucoup de travail, parce que tu dis que ça fait 25 ans que tu discutes de ces thématiques-là avec tes amis. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui a coulé tout seul, ou bien quand même, malgré tout, notamment pour Luna, il a peut-être fallu étudier un petit peu les univers d'Internet, etc. Alors j'ai passé, le roman m'a pris plus longtemps que les autres romans, ça a été un très gros travail, mais aussi passionnant. Hein, je dois reconnaître pour la première fois de ma vie, enfin de tous les romans que j'ai écrits, c'est le roman que j'ai un peu de mal à en sortir. C'est comme si quelque chose de moi est resté encore là-dedans et j'ai du mal à ressortir complètement. C'est un roman qui a été extrêmement intense à écrire. Je l'ai écrit sur 3-4 ans. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie privée, en parallèle au roman. Donc j'ai vraiment vécu dans ce roman-là, d'A à Z. Et ça a été un assez gros boulot. Il y a eu beaucoup de recherches sur le terrain. J'ai vraiment traversé Los Angeles en long et en large. J'ai été trouver des STF, j'ai été traînée dans les quartiers les plus mal fermés de Los Angeles, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré beaucoup de fous avec qui j'ai pu poser des questions et qui a pu me raconter Los Angeles ou me faire faire des tours accompagnés, parce qu'on ne peut pas y aller seul, ça c'est pas possible. Et donc ça a été un gros boulot, mais un boulot vraiment passionnant. J'ai fait toute une étude sur la pauvreté, que je n'avais jamais fait. Je pensais tout savoir sur la pauvreté. En fait, il y a toute une historique de la pauvreté qui voit un peu l'évolution du regard qu'on porte sur la pauvreté depuis le début de l'humanité. Et c'est ce regard-là qui a profondément changé. Et ça a été vraiment un boulot passionnant. Il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est la manifestation silencieuse qui traverse les beaux quartiers, on va dire. Et on a une sensation de masse. On ne comprend pas comment ça peut arriver, cette masse qui est là et qui est en train de passer dans les endroits les plus chics, au milieu des villas des stars, et avec des gens dans les villas qui ne comprennent pas, quoi. Là, évidemment, comme je suis au même être dans le roman, et on sait bien que dans la fiction, on est libre, on fait ce qu'on veut. Du coup, je voulais créer, pour moi, la marche idéale. Alors évidemment, les choses, ça ne finit jamais totalement comme on l'aimerait. Mais je me suis dit, si on me donnait les moyens de le faire, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je réunirai au bas mot 15 millions de SPF ou de gens qui vivent sous la ceinture de pauvreté ou tous ceux qui gravitent autour à Beverly Hills, à la veille des Oscars. Pourquoi? Parce que tout le fric du monde est là. Tous les millionnaires débarquent à Beverly Hills ce week-end-là pour aller faire la fête avec les stars.
Je me suis dit, c'est parfait. 15 millions, ça va bloquer tous les reliefs. Et c'est ça que j'ai fait. En fait, je me suis imaginé qu'est-ce qui pourrait réellement marcher. Est-ce que tu crois que ça pourrait être repris au cinéma, justement, dans ton bouquin, puisqu'on est dans les paradoxes les plus absolus? Est-ce que ça ne peut pas tenter un producteur hollywoodien de recréer une révolution à Hollywood? Peut-être, ça j'en sais rien. Moi, j'ai toujours dans la tête, quand j'écris mes romans, que je crée le film en même temps. Donc, pour moi, l'image, personnellement, l'image, je trouve presque superflue. Je dirais qu'au cinéma, ce serait peut-être un énième bouquin sur le sujet, parce que c'est quand même un sujet très vieux, la révolution. Dans ce cas précis, c'est vrai que c'est une révolution, mais qui découle de l'idée des révolutions scientifiques aussi. Le paradigme, c'est la théorie qui a gagné sur les autres théories et qui a été appliquée aux sciences ou dans la société. Le changement de paradigme, c'est le changement de société que nous traversons aujourd'hui, où on a l'impression qu'on est entré dans un nouveau monde, mais on ne connaît pas bien et on ne sait pas bien le dire. On a laissé un ancien monde avec ses principes et ses valeurs morales derrière nous, et on est un peu entre les deux. Et c'est là-dessus aussi que je voulais proposer une série de questions qui pourraient peut-être orienter dans une direction un peu plus, pour moi, un peu plus, qui pour moi offre plus de possibilités pour arriver à finalement reprendre le droit qu'on a sur la planète, de reprendre le droit d'avoir une action possible, que ce soit sur l'économie, que ce soit pour les choix qui sont faits en matière politique, écologique, etc., de reprendre finalement un peu les manettes. Oui, donc ça c'est aussi une révolution, c'est sûr. Oui. Seulement la francophonie, tu as fait des voyages avec la francophonie. Oui, alors ça a toujours été un peu en marge quand même, parce que je suis considérée comme un écrivain français, pas un écrivain francophone. Du fait que j'écris en français, la francophonie, c'est souvent lié quand même à la colonisation, à des pays qui ont été très proches à la France, et le Danemark n'est absolument pas dans ce cas-là. Oui, mais le rapport à l'écriture, il est peut-être finalement le même qu'un Alain Mamadou, par exemple. C'est pas comme toi, la langue natale. Disons qu'il y a une grande différence entre être né dans une langue, et Alain quand même connu la langue française, l'Écosse, voilà, et que d'ailleurs au Congo ils parlent tous français, mais alors un français très châtié, là on retrouve après une vraie langue française de parler. Alors que moi j'ai choisi la langue. Et ça, j'ai choisi la langue, j'aurais pu effectivement choisir une autre. Maintenant, c'est vrai que j'aime la langue française profondément. Et je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire dans d'autres langues. On peut penser en français. Ce n'est pas donné dans d'autres langues, mais en français, on peut vraiment penser. Alors, donc, il y a une différence à partir du moment que la plupart des francophones sont quand même nés dans la langue, mais nés dans la langue par la l'ex-colonisation. Moi, j'ai choisi d'entrer dans le langue, donc je suis toujours un peu en marge. Je suis francophone, mais par choix. Tu remarques un cas, Oui, ça a été très long. Pendant quasiment toute ma vie, je voulais faire partie d'une catégorie, être dans un groupe, avoir un lieu d'appartenance. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est absolument impossible, parce que dès qu'il y a une petite catégorie qui prend le nez, on me dit je suis là-dedans, j'essaie toujours de m'échapper. Donc finalement, c'est... Oui, tu aurais pu devenir un auteur de polar de manière très officielle. Tu as eu le prix à Marseille, comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure. Est-ce que c'est au sein du roman, est-ce que le roman comme on dit, de genre, notamment policier, est une possibilité pour dire des choses, ou bien il faut en sortir? Je pense pas que je pense que quelqu'un qui veut lire un polar et il va lire mon bouquin, il ne sera pas forcément ravi. Il va se dire il ne connaît rien au polar. Ce ne sont pas des polars. Maintenant, il y a quelque chose qui relève du roman noir, du polar, ou du roman un peu entre-dedans, sous forme d'investigation. C'est un genre où on permet plus facilement l'idée de poser des questions, d'interroger le monde, de l'investigation.
On le permet un peu plus dans le polar, dans la littérature dite pas polar, peut-être un peu moins. Est-ce qu'avec ton éditeur actuel, justement Aurélien Masson, qui est a priori un éditeur de polar, a priori, tu as eu ce genre de questionnement? Est-ce que sa collection, il va faire une collection de polar? Pas du tout finalement. J'avais décidé à faire ce bouquin avec effectivement Aurélien Masson. On avait eu beaucoup de rendez-vous avant. J'ai décidé de vraiment faire ce roman avec lui. En fait, il avait quitté Gallimard parce qu'il voulait faire du roman noir, mais plus littéraire. Ce que ne permettait pas Gallimard, puisqu'il avait très bien fait revivre la série Noire avec Patrick Rénal dans les premiers temps. Mais il voulait faire des choses plus littéraires. Il voulait être moins serré justement par la catégorie. En fait, il voulait casser la catégorie, donc il est parti chez aux Arènes, où c'est vrai que le patron des Arènes est quelqu'un qui a l'esprit plutôt assez ouvert et qui aime bien quand ça cogne un peu. Donc ils se sont entendus tout de suite. Alors pour Aurélien, pour le coup, alors s'il publie des romans à l'Ouroboros ou des romans historiques ou médiévales ou scientifiques, je m'en fiche complètement. Moi, c'est l'éditeur que je veux. C'est l'éditeur, c'est celui qui sait répondre quand il y a des questions, qui sait poser les bonnes questions, qui sait quand il ne faut pas intervenir sur le manuscrit. C'est un éditeur absolument exceptionnel. Donc là, je suis en roman noir, mais s'il avait été ailleurs, j'aurais été tout pareil. C'est-à-dire que ce n'est plus l'humanité de l'homme ou de son monde qui l'emporte, c'est l'économie. Là où avant l'économie allait essayer de s'adapter à l'homme et à ses besoins, là c'est du coup cet engin que nous avons créé, et nous, il va falloir que nous on s'adapte à ça pour que vive l'économie. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de nous tuer toute la nature, c'est dramatique, pour s'adapter à l'économie. Donc c'est vrai que non, je pousse autant le roman que je peux. L'éditeur, il est derrière tout le temps, parce que lui, il veut vraiment que les questions soient posées, plus largement possible. Quand vous entendez les politiques parler encore, quand il va y avoir des élections, ils vont tous ressortir les mêmes arguments. Créer du travail, machin. Ils vont tous nous sortir la même soupe. Il n'y en a pas un seul qui dit qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a des robots partout. Alors peut-être que dans le futur, ça va créer des emplois, effectivement. J'imagine que dans 30-40 ans, il va y avoir plein de trucs nouveaux. Mais en attendant, il y a quand même 30-40 ans qui passent à travers. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30-40 ans? Est-ce qu'on va piquer les gens? Est-ce qu'on va commencer à crever? Enfin, ce sont des vraies questions. Je vais poser une question, pardonnez-moi, je n'ai pas encore lu votre ouvrage, et pardonnez-moi pour la question bateau qu'on a dû vous poser 200 fois, mais puisque personne ne la pose, je me dévoue. Comment voyez-vous, vous, ce fameux moment dont on parle tant depuis le 17 novembre des Gilets jaunes, qui avait réfléchi sur une forme de révolution, une forme d'indignation, je suppose, des humains. Et bien plus, votre idée du manifeste me ramène à Stéphane Hessel et son Indignez-vous. Peut-être que c'est le nouveau Indignez-vous du nouveau temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de tout ça? Alors, c'est vrai que les Gilets jaunes ont commencé d'abord à s'agiter et puis après prendre maintenant beaucoup de place en cloître d'écriture, et c'était très curieux. C'était un peu un problème en fait pour moi. Alors il y avait à la fois l'impression que je m'étais dit mince, c'est trop tôt parce qu'ils n'ont pas d'idée derrière. Alors c'est vrai qu'on descend dans la rue parce qu'on voit bien que ça ne va pas, mais on ne sait pas où. Alors on prend ce qui est à portée de main. Je veux dire, c'est vrai qu'à Paris on peut dire oui, mais c'est quand même scandaleux de parler de la voiture. Mais une fois qu'on n'est pas à Paris, il est vrai que si on n'a pas la voiture, on a des problèmes si on n'est pas dans une grande ville. Pour les gens qui vivent dans des villes à taille moyenne ou des petits villages, c'est compliqué quand on n'a pas la voiture. Donc, je peux comprendre. Alors, les Gilets jaunes, c'est compliqué parce qu'il y a eu les médias se sont saisis de ça. Les intellectuels ont pu se cogner là-dessus qu'autre chose. Il y a eu beaucoup d'extrémismes qui se sont mis dedans.
on ne sait plus très bien à quoi s'en tenir, et là, quand je ne sais pas, j'arrive pas à voir au travers, je préfère autant ne pas entrer là-dedans, parce qu'il va y avoir des idéologistes d'un côté mais de l'autre aussi, et je n'ai franchement pas d'argument autre que ça m'étonne, d'abord que ça n'a pas pris plus d'ampleur, mais je pense à nouveau qu'il manque peut-être une vraie idée de la société derrière. Je pense qu'on arrive encore à calfeutrer au niveau de la société toutes les brèches où ça ne va pas. Donc ça va forcément à chaque fois retomber jusqu'au jour où vraiment les gens comprennent que là, ça doit bouger. Mais oui, enfin, j'étais un peu content au début, je dois l'avouer, parce que je me dis, ça va bouger, ou que de vraies questions se posent. Mais finalement, ça a été plus réfléchi, regardé au travers de toutes les vitrines cassées, et ce qui est toujours regrettable, mais en même temps, il faut aussi reconnaître que quand on ne casse pas, personne n'écoute. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, malheureusement. C'est assez marrant même dans le roman, parce que vous l'abordez comme ça, c'est-à-dire cet arrangement entre les pauvres, les hackers, parce qu'il y a la marche, mais il y a aussi la solution pour faire que ce soit une vraie révolution, donc l'argent, et l'arrangement avec les gangs pour dire soyez avec nous, ne cassez. Enfin, je ne spoil pas trop. Enfin, justement, dire des pauvres et des gangs et dire on est tous unis et plutôt que casser, rejoignez-nous avec toute l'explication, avec un truc sur les différents gangs de Los Angeles où j'ai appris plein de trucs comme ça, avec une union, mais un truc, en fait, une vraie révolution au-delà des Gilets jaunes, de très construit et par des intellectuels et par des jeunes hackers dont fait partie l'héroïne comme ça. Dire ouais, c'est construit. C'est vrai qu'après avoir pu voir autant de manifestations que j'ai vues depuis que je suis en France, j'ai vu un paquet quand même de manifestations. Et il y en a eu des hyper importants. Et à chaque fois, les sujets super importants sont gommés parce qu'il y a un clan de mecs habillés en noir qui va casser de la vitrine. Et du coup, ça amène les gens à s'indigner. Et du coup, passe à la trappe. Alors c'est vrai que quand j'ai pu créer ma marche, ma marche idéale, on va dire, c'est vrai que j'ai prévu ça évidemment et que les gens comprennent un jour qu'il faut eux-mêmes empêcher les casseurs parce que quand les casseurs viennent, c'est fini. Voilà. Donc c'est vrai que la réussite d'une vraie manifestation comme ça dépend de la discipline de chaque personne qui se dit ma survie à moi dépend du fait qu'il n'y a pas de dérapage. Comme dit Philippe, c'est ce qui s'est passé en Algérie, du coup, même en réaction, dire bon, en France c'est moche ce qu'on voit, et du coup, soyons les plus silencieux. Pour le moment. Et c'était aussi cette revendication sans panneau, en fait, de parler sans mots, sans avoir quelque chose qui puisse être repris comme un slogan ultime, des choses comme ça aussi. Dire un ras-le-bol au-delà des mots.